L'heure de la récréation. Les élèves se déversèrent dans la cour, j'allai dans la salle des professeurs. Elle était à l'entrée du collège. Quelques années auparavant, elle avait fait office de débarras au vieux gardien casamanquais, Albert. Les élèves l'avaient baptisé chez Albert et allaient pendant la récréation s'y approvisionner en pinton. Albert, pour arriver à joindre les deux bouts, s'était avisé qu'il n'y avait rien d'aussi prompt pour se faire que de se transformer occasionnellement en marchand de sandwich. Il avait dû échouer car au bout de 2 mois, il avait cessé son commerce et était retourné à ses cadenas et à son coin de portail. Albert était gâteux et les élèves l'avaient sans doute dupé sans merci. Parce que tous les professeurs boudaient notre salle. On les voyait à la surveillance générale ou au secrétariat, taquinant les femmes ou ergotant. On ne pouvait leur donner tort. Chez Albert était un endroit exigu et peu accueillant. Les rares collègues que je rencontrais à la salle des professeurs étaient Monsieur Missal et Mademoiselle Ndioro. Ce jour-là, cette dernière avait achevé ses cours à 10 heures et était rentrée. Aussi étais-je le seul avec Monsieur Missal, en compagnie de qui je me délectais toujours. Monsieur Missal était le doyen des enseignants du collège, c'est-à-dire, dans notre jargon, non le plus âgé, mais le plus ancien en service. De courte taille, il avait le teint clair, la bouche ourlée, les lèvres épaisses. Derrière ses lunettes de correction, pétillaient d'intelligence ses yeux, faussement indifférents. C'était un joyeux causeur, non pas un luron ni un boute-en-train comme le disaient certains. Il était un tantinet réservé, mais avait l'art de dire des choses profondes de manière plaisante, d'édifier ses interlocuteurs tout en les égayant. N'ayant pas bénéficié d'un stage pédagogique, ce fut auprès de lui que je fis et fourmis mes armes d'enseignant. Il me conseillait et, pour m'instruire d'exemple, m'invitait quand j'étais libre entre 2 cours à aller dans sa classe. Il était un merveilleux professeur de français. Il avait le verbe facile, juste et savoureux. Selon son dessein et l'importance des cours, il changeait de comportement de sorte que ce n'était pas tout à fait le même personnage qu'avaient toujours en face d'elle les élèves. Tel un interprète de grand talent, il pouvait porter un masque austère pour maintenir sa classe dans une attention religieuse ou se muer en comique quand il fallait éviter de faire trop souffrir cette dernière dans la pesanteur d'un cours fastidieux. Du reste, les cours de M. Missal n'étaient jamais ennuyeux. Il s'arrangeait pour que leur aspect utilitaire apparût si bien que les élèves ne se lassaient jamais de l'écouter, ayant la conscience d'apprendre véritablement et non de subir un bourrage de cerveau gratuit. À ses qualités professionnelles, M. Missal joignait des qualités humaines rares en ces siècles pourris où l'homme a vendu son âme au diable et troqué ses vertus les plus belles contre toutes les turpides engendrées par la vénalité et le besoin de prestige. Ou, devant la fenêtre de la salle des professeurs, qui s'ouvrait sur la cour de récréation, tout en bavardant avec M. Missal, je regardais les élèves aller et venir, se pourchasser ou souspiller. Comment peut-on juger un élève sans s'appuyer avant tout sur ses notes orales et écrites, manquis-je, après l'avoir écouté, faire un plaidoyer en vue d'une meilleure compréhension des élèves par les professeurs. Répliqua. Les notes sont fondamentales pour apprécier un élève. Cependant, il faut reconnaître qu'elles ne donnent pas la mesure véritable de la valeur de ce dernier. Naturel qu'un enfant mis dans d'excellentes conditions ait de bons résultats, mais les autres, ceux qui vont à l'école sans déjeuner, font des kilomètres de marche pour s'y rendre et n'ont pas leur fourniture au complet. N'est-il pas naturel qu'ils aient des résultats moins bons ? La vie est qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a de mauvaises conditions de vie et de travail, des enseignants sans grande motivation, des programmes inadaptés et des infrastructures scolaires peu satisfaisantes. Je ne l'écoutais déjà plus car j'étais absorbée par ce qui se tramait là-bas parmi les élèves. Depuis un moment, elle paraissait plus excitée que d'habitude. Je percevais Mme Gunzumba aller d'un groupe à un autre, elle semblait mettre le feu aux étoupes, elle parlait, ponctuant ses paroles de gestes énergiques, et on la suivait incontinent, si bien que les attroupements épars se fondirent peu à peu en un régime de jeunes Amazones aux cris assourdissants qui afflua vers le cœur de la cour. Alerté par le tollé gigantesque, M. Missal me rejoignit devant la fenêtre. « Que se passe-t-il ? J'ai l'impression que nos sages ouailles veulent manifester, répondis-je. Entouré de ses condisciples, Magumza Ba s'était jugé sur l'un des bancs de pierre disposés au milieu de la cour. 2 de ses camarades étaient à ses côtés, à sa droite Salimata Faye, à sa gauche Oulimata Thiam.
Avant qu'elle ne fût avertie, Madame Dramé sortit. Debout, sur la première marche de l'escalier qui menait à son bureau, elle était consternée devant Madame Carrera qui semblait lui donner des explications. Elle descendit et d'un pas résolu marcha vers les élèves. Des huées l'accueillirent, les jeunes filles se dispersèrent puis se regroupèrent autour de leurs 3 représentantes qui n'avaient pas bronché et lancèrent de toutes leurs voix. « Vive la grève !» Je voulus sortir et m'approcher, Monsieur Missal m'en dissuada. Quand les élèves sont exaltés, le professeur doit prendre ses distances, dit-il. L'effervescence avait atteint son paroxysme. Les élèves, d'ordinaire tremblantes et dociles, restaient sourds aux vociférations de Madame Dramé. L'œil fulminant, cette dernière pointait un doigt menaçant vers Magumsumba, qui, sans se départir de son flegme naturel, continuait d'haranguer ses camarades. Camarades, si nous venons à l'école, c'est pour nous instruire, pour apprendre des choses utiles. Pour cela, il nous faut des professeurs compétents, consciencieux et assidus. Or, on a affecté à notre classe un professeur qui s'absente beaucoup et ne nous fait pas travailler. À la fin de l'année, nous avons le BEPC à affronter, mais nous sommes très en retard sur le programme de mathématiques. Nous nous sommes plaintes à la directrice, mais rien. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est pourquoi nous vous demandons de nous soutenir, car nous avons décidé de faire une grève d'avertissement de 24 heures. Et elle, Ouli, élève de 3e C, prit la parole, elle dit « Quand une élève ne se comporte pas bien ou ne travaille pas bien, on la blâme. Un professeur qui ne fait pas son devoir doit être rappelé à l'ordre. Camarades, la revendication des élèves de la 3e B est légitime. Soutenons-les, car leur cause est la nôtre. » Vive la grève, scanda la foule. Enfin, ce fut Mamgusumba, élève de la 3e A, qui parla. Avant de commencer, elle attendit que le silence fût presque total. Elle en imposait à ses camarades non seulement par le statut de son père qui était député du parti au pouvoir, mais aussi par son travail. Elle était toujours parmi les premières de sa classe dans toutes les matières, sauf en éducation physique. Camarades, dit-elle, nous sommes à 3 mois du BEPC et nos camarades de la 3e B sont très en retard sur le programme de maths. La directrice reste sourde à leurs multiples doléances et n'ose faire entendre raison à Monsieur Doucouré. Je vous convie toutes à les soutenir, que personne ne rentre en classe à la fin de la récréation. La grève, reprit la foule d'adolescentes. Les 3 élèves de 3e descendirent de leur perchoir et s'immergèrent dans la masse compacte et criarde. Sur l'ordre de Madame Dramé, la surveillante générale alla sonner la fin de la récréation. La cloche eut beau tinter, les élèves ne bougèrent pas. Quelques professeurs étaient debout devant la direction, ne sachant quoi faire. Madame Dramé se tourna vers eux et cria « Vous, mais qu'attendez-vous donc? La cloche a sonné, en classe !» L'un d'eux, Monsieur Batilly, hasarda « Mais, madame… » Elle lui coupa la parole. « Il n'y a pas de « mais » en classe. Vous êtes tenu d'être en classe à vos heures de cours, alors faites votre devoir et ne vous occupez pas du reste. » Les sœurs obtempèrent, je sortis et me dirigeai vers ma classe, laissant Monsieur Missal seul. Il refusait de bouger tant que l'ordre ne serait pas rétabli de fait. Me voyant traverser la cour, quelques-unes de mes élèves me suivirent en piaillant de désapprobation. Les plus hardis tiraient un pan de ma veste par derrière et les autres tentaient de me barrer la route. Courageusement, j'allais droit devant moi. Parvenue au seuil de la classe de classe, je m'arrêtai et je dis « Que celles qui veulent étudier entrent ». Faisant fi des menaces de leurs camarades, les plus poltronnes des jeunes filles entrèrent en classe. Après elles, j'entrai, tirai ma chaise, m'assis, ouvris mon livre à la page de la leçon du jour et leur enjoignis d'en faire autant. Tremblés comme des feuilles que taquine le vent. Leur regard allait de moi à la meute qui braillait à l'entrée de la salle. Je me levai, les grévistes battirent en retraite, j'allais tirer la porte et retourner m'asseoir. Aussitôt, une vitre vola en éclats. Les 10 élèves défaillants, ainsi les traitaient leurs condisciples, partirent d'un seul hurlement, s'enfuirent au fond de la classe et se mirent à pleurer. La porte s'ouvrit, un gros caillou me frôla le bout du nez, je bondis hors de la classe, la horde courut vers la cour, je revins dans la classe où se lamentaient les 10 jeunes filles, je ne pus contenir ma rage. Et vous à pleurer comme des folles, pourquoi n'êtes-vous pas restés dehors avec vos camarades? Allez, foutez le camp. Elles ne se le firent pas répéter.
Au bout de l'index mouillé de salive, j'humectais le bout de mon nez que le caillou avait manqué de justesse. Je me rassis, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains, et soupirai de soulagement devant les 3 rangées de tables-bancs vides. Du dehors me parvenait le vacarme des élèves qui obligeaient les défaillantes à déserter les classes. Quand je sortis un quart d'heure plus tard, c'était la calmie. Dans la cour, les élèves étaient soit assis sur les bancs de pierre, soit debout en face de la direction et avaient l'air d'attendre je ne savais encore quoi avec une anxiété que trahissait leur visage. Demoiselle Camara s'étonna de me voir là. « Monsieur Ndiaye, mais où étiez-vous ?»« En classe, répondis-je. En classe. » Elle me dévisagea, incrédule, puis ajouta. « Les professeurs sont dans le bureau de la directrice. » Je ralliai mes collègues. Autour de Madame Dramé, il y avait une bonne dizaine de professeurs, parmi lesquels Monsieur Missal, Madame Bertin, Monsieur Batilly, professeur de mathématiques, Sanko, professeur de technologie, Madame Bangoura, professeur d'économie familiale. Madame Carrera, la surveillante générale, était aussi présente. Dans un coin, les bras croisés, Magmoussouba, Salimata Faye et Ouli écoutaient respectueusement Madame Dramé que j'avais trouvée en train de parler. D'aucun prétexte, je ne tolérerai que des élèves sèment le trouble dans mon école. Madame, commença Ouli, elle l'interrompit brutalement. Tais-toi, tes camarades de classe sont bêtes de choisir une représentante telle que toi. Elle dirigea son regard vers la fille du député et dit « Mangmoussumba, je t'écoute puisque c'est toi la meneuse principale. » La représentante de la 3e A expliqua ce qui avait poussé ses camarades et elle à fomenter une grève de 24 heures. Madame Dramé se tourna alors vers Salimata Faye. « Peux-tu affirmer que Monsieur Doucouré ne fait pas convenablement son travail ?» Salimata répondit « Madame, nous ne jugeons pas le travail de Monsieur Doucouré. Ce que nous disons, c'est qu'il s'absente trop. Aujourd'hui encore, il est absent. Nous sommes en retard sur notre programme. Les autres classes de 3e nous devons de plus de 5 leçons. » La surveillante générale ouvrit le cahier de texte qu'elle avait amené. Elle le glissa vers Madame Dramé, qui l'examina attentivement, puis il passa à Monsieur Batilly. Celui-ci le vérifia à son tour, après quoi il le rendit à Madame Carrera sans mot dire. Doucouré est très compétent, seulement il a souvent des empêchements. Et puis, il a des responsabilités diverses. Il est dans le bureau du syndicat, il est dans le parti, tenta d'expliquer Madame Dramé. Nous regardâmes, toujours en complet de jean délavé, les cheveux en broussailles, la pipe entre les lèvres, l'air empesé. Monsieur Doucouré faisait penser à un artiste raté, bien que sa prétention fût de donner une image plus reluisante, celle d'un intellectuel anticonformiste, d'un savant ou d'un philosophe blasé. Il s'exprimait en français comme un tirailleur. Ses élèves ne cessaient de se plaindre de lui, à qui voulait leur prêter l'oreille. Madame Dramé savait bien cela, mais un dicton wolof dit « bien que celui qui a une cuillère ne se brûle pas les doigts ». Et à propos de cuillère, Monsieur Doucouré en avait une de bien solde. Il était le protégé d'une personnalité assez influente de l'État. Après un long silence, Madame Dramé ordonna aux 3 élèves de se retirer un moment afin qu'elle pût délibérer avec nous. Après leur sortie, elle dit « Le mouvement de grève se déclenche à partir de ce collège. Jamais nous n'avons connu de grève chez nous, même pendant l'année où les troubles perpétuels ont perturbé l'année scolaire dans presque toutes les écoles du pays. J'avais été félicitée par le ministre pour cela. Ce serait regrettable qu'un mouvement de grève se déclenche à partir de ce collège. » Les élèves ont raison, Monsieur Doucouré est indéfendable, ce fruquelé n'est pas fait pour l'enseignement, mais que voulez-vous? Le pays est comme ça, si cela ne dépendait que de moi, vous le savez bien, il y a bien longtemps que Monsieur Doucouré ne serait plus là. Mais... Elle haussa les épaules, fit une moue éloquente et poursuivit sur un autre ton. Ce que je peux faire, c'est l'affecter aux élèves de 6e. Elle observa une pause, guetta notre réaction. Comme personne ne manifestait le désir d'intervenir, elle fixa Monsieur Batilly. « Monsieur Batilly, vous prendrez en charge ?»« Ah non, madame, j'ai déjà 2 classes d'examen, » protesta l'interpellée. « Batilly, voyons, » fit Madame Dramé d'une voix où se mêlaient le reproche et la supplication. « Si les élèves de 6e refusent Monsieur Doucouré,
s'inquiéta Madame Bangoura. Voyons, Madame Bongoura, les élèves de sixième sont des enfants. Elles ne refuseront personne. D'ailleurs, elles n'ont pas refusé qui que ce soit. La troisième B est en classe d'examen. C'est pourquoi je fais preuve de compréhension et agis avec souplesse. Mais les autres classes de la sixième à la quatrième, je ne tolérerai d'elles aucune revendication, dit Madame Dravet, qui redevint elle-même. Elle demanda ensuite à Madame Carrera de faire revenir les 3 représentantes des élèves, Mangmoussouba, Salimata Faye et Ouli, réintègrent le bureau derrière la surveillante générale. Mes enfants, leur dit Madame Dramé, nous avons longuement discuté, vos professeurs et moi, nous nous sommes donné autant de peine parce qu'il s'agit d'un problème qui touche une classe d'examen. Nous ne voulons pas vous laisser bêtement perdre du temps, alors que, vous l'avez dit, votre programme est bien chargé. Nous ne voulons pas non plus renvoyer des élèves, c'est pourquoi nous avons décidé que Monsieur Doucouré sera affecté dès la semaine prochaine à la 6e A et Monsieur Batili à la 3e B. Salimata Faye, que penses-tu de cela? Nous sommes d'accord. Mangsoumba, je veux que toutes les élèves regagnent immédiatement leurs classes respectives. De toutes les façons, je téléphonerai à ta mère pour lui parler de tes exploits. Les 3 élèves s'esclipsèrent, nous laissâmes passer quelques minutes avant de nous lever. Lorsque nous sortîmes, les élèves avaient déjà été mis au courant de la décision prise. Contrairement à notre secrète appréhension, elles ne protestèrent pas. Puisque leur représentante était satisfaite, elles l'étaient toutes. Le mot d'ordre de grève fut levé et le collège retrouva sa tranquillité traditionnelle.